murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello! Hola! Comment estás? Duolingo! J'ai jamais fait. C'est vrai? Non! Alors moi j'ai un Duolingo pour l'italien, j'ai un Duolingo pour le russe, j'ai un Duolingo pour le suédois. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Honnêtement. Smackes Bill. Jag Charlotte. Jag Charlotte. Ah, Eh ouais. ben c'est bien, je suis fière de toi. C'est une super intro. Ouais. Alors, attends, parce que cet épisode-là, j'ai un peu moins de sujets, mais je reviens sur un ancien sujet. Ah bah super. Parce qu'en fait, j'ai oublié le punchline. Genre, en gros, j'ai raconté une blague, mais j'ai oublié la fin, quoi. Ah. Parce que tu te souviens, je t'ai parlé du fait qu'on regardait tous les films des années genre 80, 90, Conan le Barbare, Blue Lagoon, Total Recall, tous les trucs fucked up. Mais en fait, j'ai oublié parce que dans tout ça, j'avais le droit de regarder tout ça. Enfin, je sais même pas si nos parents regardaient. Mais moi, ma mère, ce qu'elle nous interdisait, ouais, je vais y arriver, c'était tout ce qui était les jeux télévisés, genre Roue de la Fortune. Come on down! Et c'est celui-là, le juste prix, qu'on était particulièrement interdit. Pourquoi? Je ne sais pas. Et en plus, déjà, je trouve ça bizarre, moi, quand je repense en arrière, qu'on était affolés de voir des personnes gagner des lave-vaisselle. Le capitalisme, peut-être? Ouais, je sais pas, mais on était fous de le voir. Et ma mère, c'était son truc numéro 1. Peut-être parce que c'était le matin et qu'elle avait pas envie qu'on regarde. Que ça l'a mais elle était vraiment interdit de tout ce qui était jeux télévisés. Le capitalisme. Comme quoi, c'était la limite. Voilà. Mais il ne faut pas chercher la limite des parents des années 90, hein, je pense. Il y en avait pas beaucoup. Tu m'as envoyé pas mal de mimes en ce moment. Il y en a pas mal qui tournent. Ça fait rire. Ça rappelle des souvenirs. Ouais, c'est entre le rire et le trauma, on ne sait pas trop où aller. Alors, je savais pas, par exemple, en anglais, on a une expression des latchkey kids. Et c'est des enfants qui allaient à l'école, qui avaient les clés de la maison et qui rentraient tout seuls et qui, une fois arrivés, parce qu'aux États-Unis, il faut dire que c'est pas comme en France. Il n'y a pas de garderie. C'est pas payant. Donc, dès le plus jeune âge, les parents travaillent et on peut rentrer chez soi et ne pas avoir de garde. Il me semble qu'en France, c'est quand même pas pareil. Alors en France, t'as la garderie quand même tout petit, mais après, alors à l'époque, moi, j'allais à l'école au primaire. Hein. Mais quelle primaire? Il y a 5 ans. Parce qu'il y en a, mon fils, il est en CE1. Bon, mon fils est intéressant. Alors, moi non plus, vous auriez pu faire bien en français, genre de 1 à 12 comme nous. Mais il va pas aller à l'école, c'est un con. À quel âge? Dans 9 ans, 10 ans? Non, avant. Oui, moi aussi. À 6 ans, déjà, moi, ils vont faire un marché à l'école tout seul. Mais il y avait ce truc, il y a une expression à Paris des enfants avec la clé autour du cou. Bref, c'était super. Moi, j'avais un truc, parce que... Plus intéressant, merci. Pardon. Let's talk about being moms. Ouais, super. Sorry. Et il y a des amis qui sont des mères. Génial. Non, j'ai lu un article enfin, non pas du tout. J'ai voulu faire mon intelligence. Ouais, non, j'ai vu une vidéo sur Instagram. J'ai lu un article dans le Times. Comme quoi, genre, tu peux regarder tout ce qu'il y a autour de nous. Tu sais ce que ça ferait sur ta langue. You can taste it. Oh my God, it's true. Ouais, tout. Regarde, c'est ouf. Ça, tu sais ce que ça aurait comme sensation sur ta langue. Le micro. Bizarre. Tout, ton chausson, l'ordinateur. Mon chausson, t'aurais pu... voilà. T'as vu? Ah oui, complètement. Ouais. Du coup, j'ai envie de mettre une photo de Jason Momoa là-dessus, tu vois. Oh, poilu. Enfin, les barbes, c'est beau, mais en vrai, à embrasser, c'est... Et puis, ça fait mal. Quand c'est long, ça va mieux. Mais quand c'est court, ça fait mal. Ok, voilà, c'était un tout ce que super sujet. Non, sinon tu fais un post avec juste du matériel, des images différentes et vous demandez aux auditeurs. Est-ce que tu le sens sur ta langue? Vous le sentez? Ouais, oui ou non? Oui, pas mal. Vous le sentez? Moi, j'avais un sujet. Ouais. J'ai écouté un podcast là l'autre jour, il s'appelle Transfert. Alors, c'était super bien. C'est des podcasts à peu près d'une demi-heure française, un podcast français. C'est des vraies histoires des personnes et c'est les personnes eux-mêmes qui racontent leur histoire.
Alors, j'en ai écouté 2. Il y a une fille qui veut devenir skipper de bateau et elle raconte son histoire. Donc, elle est encore en apprentissage et elle décide de faire une traversée de mer particulièrement difficile. Ils sont sur un voilier et ils vont faire un passage avec des paquebots. Ouais. Et c'est vrai que j'avais eu dans mon travail professionnel des histoires de skippers. En fait, en mer, on se rend pas compte quand on connaît pas. Mais par exemple, les conteneurs sur les énormes paquebots, ils tombent tout le temps. Et les autres plus petits bateaux, quand ils les rencontrent, c'est hyper dangereux. Et là, dans son histoire, c'est pas ça, mais ça aurait pu, mais elle raconte, ils ont été attaqués par des orques. Et à plusieurs reprises. Ouais. Donc, en fait, des orques, ça attaque les bateaux, c'est un jeu pour eux, apparemment. Ah, okay. Mais c'est un jeu pour eux, mais c'est la vie ou la mort. Oui. Donc, ils préparent leur petit bouée de sauvetage avec le bateau, des éléments. Et ensuite, pendant que ça attaque, ils restent en contact avec tous les bateaux qui sourcent autour pour leur dire, attention, où on est, c'est notre position, parce qu'ils avaient perdu le contrôle de leur bateau. Est-ce qu'ils ont essayé d'avoir un énorme ballon gonflable pour que l'orque puisse jouer avec? Alors, on va leur écrire. Voilà. Parce que peut-être que c'était juste ça. Hein. Oui, voilà. Tu leur jettes les trucs, tu sais, comme à Ibiza, tu sais, les trucs dans les... pendant un rave party. Fetch. Voilà, pour les orques. Alors, j'ai pas demandé. Donc ça, c'était une histoire qui était top. Et puis après, il y a une fille qui raconte son expérience. Ils appellent ça expérience Tinder, mais c'est pas vraiment ça. Elle a rencontré un mec sur Tinder, mais ils sont plus devenus amis que sortis. Et en fait, il est devenu obsédé. C'est son histoire. Enfin, bref, super bien. 30 minutes, des histoires racontées vraiment par les personnes. J'aime bien ça. C'est comme... Il y a un naturel qui est très cool. C'est comme Radio Rental, c'est ça? C'est des gens Alors, on a essayé Radio Rental. Ah non, on a essayé un autre truc. Je me suis pas souvenu du nom. On a regardé autre chose et c'était nul. Non, mais Radio Rental, c'est le podcast tu sais, du mec de The Office. Ah ouais, non, ça, j'ai pas... J'ai essayé Rewind, un truc sur le cinéma. C'était pas ça? Non. Ah non, c'est pas ça. On n'a pas accroché parce qu'on n'est pas assez cinéma. Je dis pas que c'est nul, pardon. Radio Rental, c'est bien, écoute-le. C'est des gens aussi qui parlent de la restaurant, mais c'est spooky, quoi. C'est genre... J'ai voulu l'écouter, mais je me souvenais pas le nom. faire tuer, quoi. Ok, donc je t'enverrai un texte avant. Moi, si on est sur notre quart d'heure suggestion visuelle et auditive, j'ai... Pas de lecture. Non. Si une amie m'a donné un livre. Si. Tu en as plein que je t'ai donné aussi. Ouais, hein. Non, mais là, c'est un manga, enfin, un livre, une BD, quoi. Comme t'as une 13 BD. ans. Ouais. Et c'est de Bastien Vives, c'est un de ses derniers, et c'est ultra choquant. Genre, super choquant. Roman graphique. Très graphique. Oui, souvent. Ah, oui. Et du coup, j'étais là, what the fuck? C'est quoi que j'ai C'est bien ou pas? Non, enfin, bon, non, pas vraiment. Non, c'est pas un podcast des avis, là. C'est des avis personnels. Donc, Netflix, Alexandre Legrand. Ah ouais, j'ai pas Génial. Ouais, moi, tous les trucs d'époque, ça me fait un peu chier. J'adore. Et Six Nations, le truc sur le rugby. Ouais, j'ai pas regardé non plus, mais voilà. C'est génial, c'est par Netflix Sport, ceux qui ont fait Formule 1. Oui, trop bien. Et ils se mettent sur le rugby. Ah non, génial. Par contre, ils se mettent sur NASCAR. Alors, je me demande le tel de pige qu'on va retrouver là-dedans. J'ose pas y aller. Mais j'ai pas regardé. Ouais. Bon, bref. Après, j'aime pas non plus le truc hyper bourgeois du Formule 1 et le truc anti-écologique, etc. Mais je trouve ça intéressant quand même. J'adore la Formule 1. Je sais, moi aussi, mais c'est vraiment contre mes principes. Je recycle, je peux bien regarder la Formule 1. No, you can't. Ça marche pas comme ça. Si. Bon, si on parle encore dans le monde de cinéma, etc. Alors, j'ai regardé un film et juste maintenant, du coup, je vois le mec partout, alors que je le connaissais pas avant. Timothée Chalamet. Non, mais si je le connaissais, mais non, ça m'excite pas, le vieil chaussure italienne. Non, je regardais Saltburn. Ah, c'est bien? Alors, non, moi, j'ai pas trouvé ça particulièrement bien. Je trouvais ça choquant pour être choquant. J'étais pas forcément dedans. Après, le jeu d'acteur est excellent. Et il y a l'acteur, donc, principal, Barry Keoghan. Je le dis pas correctement. Qui est nu et que je sais pas quoi. Mais non, c'est un super bon acteur, mais il y a un truc chez lui. Enfin, je sais pas, les auditeurs, ce que vous en pensez. Physiquement, ouais, en fait, tu le vois, mais il est hyper beau. Moi, je le trouve pas beau. Il est creepy. Il me fait peur. Ok. Mais moi non plus, je le trouve pas beau. Enfin, moi, je voudrais pas. Moi, je dois être dans mon lit, je suis en train de mettre la lumière toute la soirée en disant, il y a un truc, enfin, je sais pas le décrire. Il est entre les deux. Okay. Mais non, en tant qu'acteur, il est quand même formidable. Hein. Donc, je testerai. Ah, mais apparemment, il a fait plein d'autres films aussi où il est super. C'est vraiment le petit crème de Hollywood en ce moment. Et, il est irlandais, non? Je crois, ouais. Barry Keoghan. Keoghan. Voilà.
Mais ça, faut que je le regarde. Mais faut que je regarde les Sopranos, faut que je regarde Succession. Ah, mais je suis en train de me faire, donc je te l'avais dit, les Sopranos. Mais les Sopranos, pour moi, c'est comme Friends, mais avec un peu plus de meurtre et des accents italiens. C'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Ça me berce, en fait. C'est trop beau. C'est tellement bien fait. Et tu me dis Friends avec plus de meurtre et plus d'Italiens, mais moi, je suis au paradis. Oui, mais en fait, aussi pour moi, Sopranos reste marquant parce que Friends, à la rigueur, ok, c'est une comédie, mais qui tient pas toujours la route aujourd'hui aussi. Mais c'était une série comédie qu'on en a vu avant, même s'ils ont poussé un peu l'enveloppe. Oui. Sopranos, c'est la première fois que la télé a fait quelque chose d'aussi qualitatif que le cinéma. Ok. Et HBO, c'était des chaînes privées qui ont commencé à voir la télé pas comme un truc niaise débile, mais comme un truc qu'on pouvait faire de l'art, parce qu'avant c'était que le cinéma. Et le Sopranos, c'est vrai que c'était hyper beau, c'était tellement bien fait, ça tient la route aujourd'hui. Et Gandolfini, donc qui joue le personnage principal dans les Sopranos, le jeu d'acteur. Ok, c'est bon, je m'y remets. Je finis Six Nations. En tant que Tofano. Ouais. Je finis Six Nations et je me mets à Soprano. Ok, Done. très bien. Voilà. On démarre le quart d'heure cinéma. C'était le quart d'heure en échange des conneries qui nous ont amenés à faire ce podcast. C'est just une corner. God, it's like this is as bad as the mom talk. Ouais, je pense. Yeah, okay, ouais. Bruno, you've got some editing to do. Ouais, mais rends ça fun, s'il te plaît. Vin. Maman. Marie, nous restons sur le domaine d'Iringer. Déringer. Très bonne question. Est-ce qu'on le dit en anglais ou en français? Diringer ou Diringer? Diringer. Martial Diringer. C'est un Alsace. Oui, tout à fait. Non, Martial. Non, Martial, mais oui. Tu sais pas lire, toi. C'est un Alsace Pinot Blanc, cette fois-ci. Donc, AOC. C'est un 2017 d'un terrain sableux et arène granitique. Et il a des arômes de jasmin et de pêche blanche. Alors là, cette fois-ci, on a déjà ouvert. Oui. Est-ce qu'on goûte le jasmin et la pêche blanche? Alors toi, moi, non. Mais toi? En fait, dès que je le lis, au nez, j'ai le jasmin. Ok. Moi, ça serait plutôt la pêche. Ben, très bien. Ils sont justes. Incroyable. Je suis un génie. C'est fort. En tout cas, on a déjà testé cette domaine sur le dernier épisode, qu'on a beaucoup apprécié. Mais celle-là, personnellement, je suis très fan. Alors, je me souviens pas de l'autre. Charlotte, c'est une catastrophe. C'est une buveuse de vin alcoolique. Elle ne boit pas pour le goût, mais rien. Elle boit pour bon. Mais je me souviens que je l'ai aimé. Fabuleux. Parce que la bouteille s'est vidée très vite à l'insu de mon plein gré. C'est vraiment mais tu m'écoutais beaucoup. Ouais, voilà, c'est que j'étais fascinée par ton histoire. Voilà. Mais lui, je l'aime bien aussi. Donc, non, il est excellent. Je pourrais pas dire lequel je préfère pour l'instant. Mais on en a une troisième qui nous attend. Oui, prochain épisode. Donc c'est pour ça, envoyez-nous vos bouteilles. Enfin là, Sarah a très gentiment acheté ses bouteilles pour moi. Mais envoyez-nous vos suggestions. Nous, on est toutes de joie de goûter vos domaines. Tout à fait. Voilà. On se sacrifie pour la cause. Ouais, c'est ça. On a choisi un métier d'alcoolo pour vous. Public. Ouais. Alors, moi, j'ai envie de dire verre vide, je le plein, verre plein, je le vide. Alors, on n'a pas le vrai pop, mais c'était pas mal quand même. Et avec ça, et sur on parle un peu de meurtre. Oui. Je commence alors. Tu commences. Parce que j'allais dire des actualités, mais je sais qu'il se passe un truc en ce moment avec une nana qui est pas torturé des enfants, mais un peu. Mais je me suis pas trop plongée dedans, donc je ne vais pas en parler. Ok, moi j'ai aussi une autre histoire juste pour un titre, mais ça c'est une prochaine épisode. Donc là j'ai une vraie histoire. Alors j'espère qu'elle aura du sens parce que c'est une histoire un peu complexe. J'ai fait de mon mieux et allez, je me lance. Donc c'est parti. Il y a une ville à 1 heure de Boston aux États-Unis qui s'appelle Fall River. Dans le Massachusetts. Bravo. C'est dur à dire. Massachusetts. Massachusetts. Alors oui, c'est vrai qu'il y avait un lisp. Ouais, un petit peu, ouais. Ça serait dur. Donc, dans les années 70, cette ville, donc comme tu la connais très bien, a connu beaucoup de meurtres, mais parce que il a connu une énorme récession. Il y a une pénurie d'essence, il fallait faire la queue.
On ne pouvait pas procurer de l'essence que certains jours en fonction de la date d'expiration de la plaque d'immatriculation. Tout le monde était au chômage, qui en général n'est pas bon pour une ville, pour un pays. Ouais. Donc tout le monde était fauché. Et donc, cette ville a été durement touchée. Les usines ont fermé, les bâtiments ont été abandonnés, etc. Les rues principales étaient vides. Ça a permis à la drogue et au proxénétisme de s'épanouir plutôt. Et en fait, il y a eu tellement de faits divers et de meurtres et d'autres choses dans cette ville que c'est assez surprenant d'un côté, mais d'un autre, genre, je me dis, pas tant que ça, parce que tout le monde est défoncé sans en rond, donc bon, ça va ensemble pour moi. Donc, alors moi, je vais vous parler d'une série de meurtres qui a eu lieu pendant cette période. La première victime des meurtres de Fall River est Doreen Levesque, une fugueuse de 17 ans qui s'est échappée à son foyer d'accueil de Bedford pour se rendre à Fall River et se tourner vers le travail du sexe pour survivre. En ce qui concerne les foyers d'accueil, ou les familles d'accueil plutôt, c'est quand même dingue de penser que il est évident qu'il existe de bons parents d'accueil, mais il agit souvent d'histoires horribles qui se succèdent. Ouais. Donc, pouvez-vous imaginer que travailler dans la rue de l'industrie du sexe est une meilleure alternative que de vivre avec votre famille d'accueil, par exemple? Ça dépend de la personne. Moyennement. Voilà. Je ne peux pas juger, n'est-ce pas? Donc, le corps de Doreen a été retrouvé le 13 octobre 1979 sous les gradins du lycée local. Ses poignets avaient été attachés avec un fil de pêche. Elle avait été poignardée à la tête et à plusieurs reprises et son visage avait été tellement roué de coups qu'elle était méconnaissable. Ah, ça affreux, ça. Un mois après qu'elle a été retrouvée, un homme nommé Andy Maltais se rend au poste de police de Fall River. Andy veut signaler la disparition de sa petite amie, une travailleuse de sexe de 22 ans qui s'appelle Barbara Raposa. Il leur dit qu'il a peur pour sa sécurité, il commence à parler presque n'importe comment, genre et dire que c'est quelque chose à propos d'un culte satanique. Okay. Et il dit que c'est des informations concernant l'autre meurtre, dont celui de Doreen Levesque, qui l'ont poussé à venir. Voilà. Okay. Donc, qui est Andy Maltais? C'est un pédophile, un sadique sexuel et un violeur violent. Lorsqu'il est interrogé par la police, il leur dit qu'un culte satanique opère dans la région de Fall River et dans la communauté des travailleuses de sexe, ainsi que toute cette communauté de toxicomanes et de travailleurs de sexe sont également des satanistes. Ouais, mais t'es un pédophile qui va au commissariat. Oui, mais on est les années 70. Donc là, on est pendant la panique satanique. Tu sais ce que c'est? Vrai. Voilà. Donc, j'ai dû faire un peu de recherche ultérieure. Donc, d'après Wikipédia, la panique satanique est une panique morale qui consiste en plus de 12 000 cas non fondés d'abus rituels sataniques. On dit ça SRA en anglais, parfois. C'est plus cute. Abus rituels sataniques, abus organisés, abus baba. Et ça a commencé aux États-Unis dans les années 70-80, mais ça s'est répandu dans de nombreuses parties du monde jusqu'à la fin des années 90 et ça persiste encore aujourd'hui. Donc, et en fait, est-ce que ça rejoint, tu sais, l'histoire là que j'avais dit de Madeleine Murray O'Hair? J'ai totalement oublié son histoire. Ok, qui était une athéiste et qui... Ah oui, celle qui faisait probablement, oui, qu'elle s'est fait tuer. Voilà, si tu crois pas en Dieu, t'es Satan, quoi. Possible. Enfin, c'est très, on peut voir ça très facilement aux États-Unis parce que c'est des chrétiens un peu poussés. C'est ça? Mais cette histoire, bon, moi je la connaissais pas. Apparemment, elle est un peu culte ou assez célèbre parce que forcément, ça fascine le public, les médias, comme un chien avec un rôti de bœuf. Tout le monde saute sur l'idée que c'est opéré par le diable. Il n'y a pas que ça à faire. Et c'est piquant. Honnêtement, il n'y a pas que ça à faire. Non, il n'y a pas que ça. Donc, Doreen Levesque, déjà collé Trump, alors. Et on va peut-être l'avoir 2 fois. Ça, on fera un autre podcast dessus sur les actualités. Ouais. Donc, ensuite, première victime, Doreen Levesque. Et ensuite, nous avons Karen Marsden. Donc, c'est une mère célibataire de 20 ans. Elle est toxicomane, fugueuse et travaille dans l'industrie du sexe. Elle se présente à la police parce qu'elle craint pour sa vie. Elle dit à la police que le proxénète local, donc Carl Drew, était le chef de file du culte satanique et qui était responsable du meurtre donc de Doreen Levesque. Ouais. Elle estime qu'elle en sait trop sur ce premier meurtre, qu'elle est trop proche du cercle fermé du groupe satanique pour être en sécurité. Elle est donc terrifiée. La police lui propose de la placer sous protection en échange de sa coopération, mais elle refuse. Elle n'en voulait pas. Forcément.
après, la question se pose pourquoi? Mais en fait, déjà, tu travailles dans la rue, t'es toxicomane, tu fais pas forcément confiance aux flics. Je pas pense du tout. Tout premièrement. Puis aussi, t'es toxicomane, en fait, on prend pas forcément les meilleures décisions. Et en plus, t'essayes de continuer à te droguer, donc être dans la protection de la police, tout ça, ça colle pas. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Voilà, donc elle pointe du doigt Carl Drew. Donc, elle l'accuse du meurtre de Dorian Levesque. Carl Drew, qui c'est? C'est un mec, il a 25 ans, il vient du New Hampshire, il était élevé dans une petite ferme. L'histoire nous dit qu'il a eu une enfance marquée par les travaux forcés et les abus physiques. Et il raconte une histoire plus tard que son père alcoolo lui avait passé une corde autour des chevilles et l'avait fait descendre dans un puits pour en extraire des rats morts. Là, tu vois ce genre de petite histoire sympathique de son enfance? On dirait une fable. C'est ça, fable de La Fontaine en mode gore. Non, mais tu sais, celui qui a fait Anderson. Ah, Anderson, ouais, l'autre. Ouais, c'était un peu gore, quoi. C'est ça. Donc, il vivait à la ferme, on lui a appris à dépecer la bétail et il a été chargé de nettoyer la fosse d'abattage de la ferme. Il se frayait un chemin à travers les carcasses en décomposition afin de séparer les peaux et les sabots pour l'écarquissage. À 3 ans. Ce que j'imagine dégager, c'est ma partie là, dégager une odeur épouvantable. Apparemment, on ressentait sur son corps l'odeur pendant des jours entiers après. Et ce qui me fait rire, c'est que là aussi, comme les traumas crâniens, on a raconté plusieurs histoires avec des meurtriers qui ont travaillé dans des abattoirs. Donc, il y a peut-être un autre lien. Voilà. Donc, lui, à 14 ans, il va s'enfuir à Fall River. Il devient proxénète. Il est dit qu'il est sataniste, qu'il utilise le satanisme pour terrifier les prostituées des travailleurs de sexe, qui travaillent pour lui. Il a un casier judiciaire, des condamnations pour agression, possession d'armes, vol à main armée. Tranquille. C'est donc un type génial. Vol à main armée. Je t'ai dit vol à main à main. Pardon, voilà. C'est pour ça que je vais en premier. Main à main. Oui, ça aussi, il a dû le faire. C'est possible. Voilà. Enfin, bref. Et il va prétendre aussi plus tard être le fils de Satan. Donc, bon, il se met bien dans la case... Un peu culte aussi, comme ça. Le fils de Jésus, fils de Satan. Oui, voilà. C'est les mêmes pour moi. Mais après, c'est une autre discussion. Il fait participer les travailleuses du sexe à des sacrifices d'animaux. Il leur dit que la même chose leur arriverait si elles lui désobéissaient. Donc, pas un gentil proxénète. Le secte de Fall River apparemment comptait une dizaine de membres. Ils sont tous associés avec le commerce du sexe de la ville. Donc, entre 79 et 80, ils ont organisé un certain nombre de cérémonies dans les bois de la région. Alors, tout ça, c'est dédié, hein. C'est pas vérifié. D'accord, ok. Donc, je vais en venir. Okay. Mais ça semble très effrayant. Et tu connais déjà la peur que moi, j'ai pour les forêts. Ouais. Donc, ça me renforce mon opinion que on n'a jamais une bonne raison d'y être. Surtout la nuit. Grave. Aucun intérêt. Non. Limite pour aller cueillir les champignons la journée. Non. Okay. Yeah, but even then. Ah ouais? Ouais. Oh, j'adore ça. Alors, en plus, il y en a d'autres qui vont dire que pendant les séances de spiritisme, Carl Drew, il parlait dans une autre voix et dans d'autres langues. Donc, comment t'appelles ça, les religieux? Parce que les chrétiens le font aussi. Ils font pareil. Parler dans la langue. C'est bon. Ridicule. Lubi. Donc, la deuxième victime sera Barbara Raposa. Si on revient en avant, donc c'est l'amie de Andy Maltais et il est venu leur dire qu'elle était en danger. Elle a 22 ans. Surprise, elle est travailleuse de sexe. Et voilà, c'est son petit ami qui est venu signaler la disparition. Ouais. Son corps est découvert par un homme qui promène son chien dans la forêt. Son chien commence à renifler et à mâcher quelque chose. Non. Le gars, il pense qu'il s'agit d'un animal parce que c'était tellement méconnaissable qu'il n'a pas réalisé qu'il s'agit d'un être humain. Quelle horreur. Barbara Raposa a aussi les mains liées. Elle est face contre terre sur une pierre plate qui ressemble un peu à un autel. Ouais. Et elle a encore été tellement battue que son crâne est écrasé. Elle avait reçu des coups de couteau à la tête. Donc, en février 1980, la troisième victime de la secte, entre guillemets, est tuée. Et là, c'est, vous vous souvenez, Karen Marston qui a refusé la protection de la police. Donc, excusez-moi, je me retrouve un peu dans mes histoires parce que je me répète. Elle dit qu'elle avait été présente pour le meurtre de Dorian Levesque. C'est pour ça qu'elle avait peur. Ouais. Par contre, c'est Carl Drew qui l'a découvert, le corps.
Ah. Elle aussi, la tête frappée avec une pierre. Et là, selon l'histoire, Carl Drew, c'est encore le meurtrier qui lui a brisé le cou à main nue. Donc ça, c'est la première partie de cette histoire, selon des personnes qui auraient été là et qui étaient soit des dévoués, des dévotes de la secte. Ouais. Donc cette témoigne donc qui va se présenter maintenant, il s'agit de Robin Murphy, une jeune travailleuse de secte de seulement 17 ans. Donc elle était, et selon elle, Drew a tendu un couteau et lui a ordonné de trancher la gorge de Karen. Donc elle a dit que c'est en fait elle la meurtrière de Karen. Donc l'histoire se corse. Ensuite, il y a eu un X dessiné sur la poitrine de Karen et ils ont utilisé son sang pour faire un X sur le front aussi de Robin Murphy, donc celle qui dit qu'elle était la tueuse. C'est Elon Musk, c'est Twitter. Ok, je sais pas de quoi. Ah, prévu bien en avance. Oui. Et ensuite, Robin va leur raconter qu'ils ont joué avec la tête et ils ont fait des actes sexuels sur le corps sans tête. Attends, c'était avant ou après Charles Manson? Aucune idée. Parce il s'est scarifié le X. Oh, c'est intéressant que tu lis ça et on va y venir. Ah, ok, pardon. Donc, Robin, donc cette histoire serait racontée sur toi, mais dans les médias, là, donc ils ont des 3 victimes, ils ont Andy Maltais qui se présente à la police, ils ont Carl Drew signalé comme le meurtrier, et on a Robin Murphy qui aussi se signale comme Carl Drew comme le meurtrier, et elle également, en disant qu'ils sont dans un secte. On en est là. Ouh. Ouais, c'est pour ça que j'essaie de remettre des rappels parce que même moi, je n'étais pas trop sûre. Il faut. Donc, la police n'a pas toutes les informations. Ils essayent de comprendre ce qui s'est passé. Et finalement, les faits s'éclaircissent, soi-disant, parce que la police a mis sur écoute le téléphone de Carl Drew. Évidemment. En espérant qu'il allait parler des meurtres. Mais en fait, c'est pas ça qu'ils vont entendre. Ils vont entendre Robin Murphy, la jeune fille de 17 ans. Elle va ensuite parler et il s'avère que c'est une proxénète aspirante. Donc, elle parle et il s'avère que Drew de 25 ans n'était pas le meneur, mais c'est elle, Robin Murphy, à 17 ans, qui mène tout ça. Oh, j'adore. Donc, Robin Murphy contacte la police et propose de témoigner contre Andy Maltais. Donc, on revient. En tant que témoin du meurtre de sa petite amie. Donc, il dirait qu'il a tué sa petite amie et parti à sa recherche. Et enfin, c'est l'histoire que Robin raconte, que c'était un coup monté, qu'il essayait de se faire passer pour un innocent en allant voir la police. En fait, voilà, à moins que Robin ne mente. Enfin, tu vois, là, vraiment, ça devient plus. C'est qui ment ou on ne sait pas. C'est ça. Et Robin va également affirmer être présente lors du meurtre de Doreen Lavec. Elle a accepté de retourner les preuves de l'État dans cette affaire. Elle dit, je vous dirai tout. En échange, elle est placée en détention préventive et souhaite bénéficier de l'immunité pour les 2 meurtres. Mais la police, ils n'ont pas fait cela, même s'ils leur donnaient des soi-disant preuves. Bon, probablement parce que non seulement elle est impliquée, mais en plus, j'imagine que tous ces pauvres toxicomanes de Fall River, ils n'ont pas vraiment de pouvoir de négociation vis-à-vis de la police, quoi. Ils sont complètement baisés. Ouais, je suis pas sûre. Donc, Robin va quand même raconter à la police que Andy Maltais a tué sa petite amie, Barbara Raposa, la deuxième victime, parce qu'il avait découvert qu'elle le trompait avec un autre homme. Il passe donc en jugement Andy et la police se base principalement sur le témoignage de Robin Murphy en janvier 81. Andy Maltais est reconnu coupable du meurtre au premier degré de Barbara Raposa et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Plus tard, il est considéré comme suspect dans quelques autres viols non résolus dans la région, remontant jusqu'au début des années 70, mais aucune autre charge n'est retenue contre lui. On découvre plus tard qu'il est cliniquement fou, mais le verdict n'est toujours pas annulé. Il n'y a pas de nouveau procès, rien de ce genre. Il est mort d'un cancer en 1998 en prison. Super. Robin, elle est autorisée à plaider pour une accusation un peu moins grave que meurtre au 2e degré, parce qu'elle a quand même avoué avoir tranché la gorge, en échange de son témoignage contre tout le monde. L'accord d'immunité qu'elle avait conclu est maintenu, c'est-à-dire elle n'est pas inculpée par l'un ou les autres par les 2 meurtres. Donc, elle est donc inculpée pour le dernier meurtre de Karen. Mais en gros, c'est comme elle avait été présente, elle se disait je vais dénoncer les autres. C'est celui qui obtenait l'accord, quoi. Malgré ce qu'il s'est dit, vrai ou faux. C'est celui qui dit qu'il est. Mais non, en fait, la police, tous les histoires de Carl Drew, Andy Maltais, tout ça, c'est sur les dits de Robin Maltais. Ils n'ont pas d'autres preuves. Ah, il n'y a rien? Non. Donc, Robin,
va être condamné à la perpète avec possibilité de libération conditionnelle pour uniquement sa participation. Genre, elle est accomplice. Attends. Ouais. En étant complice d'un meurtre sans preuve, du coup. Juste ce qu'elle dit. Elle est... Perpétuité. Ouais, tout à fait. Je me demande si c'était Robin. Non, mais attends. Combien il aurait? Alors, oui, Robin. Bon, ça s'écrit pareil en anglais, mais c'est pas pareil. Ouais, 6 mois. Femme ou homme. Donc, elle passera 24 ans en prison. Ah, quand même. Elle a été libérée le 10 juin 2004, mais elle va... mourir? Non, sa liberté conditionnelle est mise en cause. Elle sera remise en prison 7 ans plus tard parce que elle a été en relation, parce que c'est une lesbienne, avec une femme qui était aussi en liberté conditionnelle. Donc, big no. Ah, t'as pas le droit? Non, tu ne peux pas lécher la chatte d'une femme qui est aussi en liberté conditionnelle. Il faut que être avec une femme libre, qui n'a pas fait du prison. Que le Pikachu libre. Exactement. D'accord, ok. Voilà. Donc, elle purge actuellement sa peine dans un prison de haute sécurité dans la Massachusetts. Wow. Mais si l'histoire n'est pas assez complexe, en 84, revenons en arrière, Robin a retracté tout ce qu'elle a dit. Elle dit que Robin, t'as déjà fait 25 ans de prison. Je viens de dire. Voilà, on est d'accord. Non, mais c'était pas encore 25 ans, mais bon. Elle revient sur ce qu'elle a dit en disant que rien de tout ce qu'elle a dit était vrai. Elle essaie d'avoir un nouveau procès. Elle n'en aura pas. En disant, par contre, que l'histoire n'est pas vraie, ça revient à dire que toutes les parties concernant la culte satanique sont pas vraies. Oui. Elle dit aussi que les personnes qu'elle accuse du crime ne l'ont pas fait, n'ont pas soumis ces crimes. Et surtout qu'ils n'ont pas de preuves. Tout à fait. Ils n'ont pas de preuves. Et selon la déclaration de Carl Drew, que lui aussi a été condamné, qui a un blog personnel, parce que MySpace. Of course they do. Il a un MySpace. Alors, oui, quand il était toujours en prison, lui, il amène un autre gars qui s'appelle Carl Davis, un autre gars qui disait que c'était lui qui avait commis les crimes. Et que en fait il était copine avec Robin, mais que en fait dans tout ça Carl Drew n'a rien à faire avec rien. Et mais il y a eu des témoins mais qui avaient trop peur pour témoigner. Donc apparemment, alors là c'est là où je vais pas la raconter parce que je suis pas sûre de mon histoire. Mais en fait, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que Andy Maltais, que Robin avait d'abord accusé, en fait, il s'avère que petite fille elle se faisait molester par Andy Maltais. Ok. Donc, si tu veux, Robin, on a l'impression que c'est une jeune femme avec un QI extrêmement élevé qui a été très abusée en tant que jeune enfance et qui a pris cette occasion pour se condamner, mais pour condamner un peu les autres. Je sais pas si je suis presque à la fin du fin. Donc, en fait, en gros, Doreen Levesque, la première victime, n'a jamais fait l'objet d'un procès. Super. Le procureur a apparemment estimé que ça coûterait trop cher, ça serait inutile parce que Carl Drew était condamné à la perpétuité. Ah oui, c'est vrai. Donc, pourquoi chercher plus? Beaucoup de personnes continuent à penser que le véritable meneur, ce n'est pas Carl Drew, mais Robin. Mais en gros, il écrit dans son blog, Carl Drew, et il est furieux de son procès, il explique ce qui s'est passé. Il dit que le procureur a tout fait pour intimider tous les témoins qui devaient témoigner contre lui. Que Robin était incroyablement intelligente et manipulatrice et que les avocats, surtout, et la police ne veulent pas admettre qu'ils se sont fait avoir par une jeune fille de 17 ans. Aussi. Ça, je veux bien y croire. C'est ça. Complètement. Donc, il y a des rumeurs qui disent, ils pensent que Robin, en fait, a agi seul, ou au moins que ça soit le cerveau, et que Carl Drew était vraiment innocent. Il a été condamné sans liberté conditionnelle. Que j'ai déjà dit, pardon, excusez-moi. Mais ça reste un mystère. Par contre, il y a un truc que je veux dire sur Carl Drew. Il faut quand même penser que pendant tout ça, ce qui se passait, le mec, il y a eu un documentaire là-dessus que j'ai aussi regardé. Ouais. Dans ce documentaire, on entend beaucoup de personnes parler de cette histoire, donc d'anciens flics ou des gens qui avaient été là. Et qui disent de toute évidence que en fait c'était la merde à Fall River. Ouais. Et ils ont profité de la panique satanique et des deux personnes qui étaient faciles à condamner, donc Carl Drew, qui était aussi à l'époque où il s'est fait condamner incapable de lire, il était analphabète. Ouais. Et que en gros, en fait, on sait toujours pas qui a vraiment tué ces personnes, mais on voit, voilà. Mais en fait, c'est ça qui est horrible, c'est qu'en fait, on sait pas. Non, on sait pas vraiment. Ça, c'est mais Robin est quand même impliquée. Oui, elle est impliquée. Ouais. Ok, mais Robin, elle a des traumas. Tuer les personnes, on sait pas.
Moi, je me pencherais plus vers le côté de Andy Maltais, qui était un pédophile, proxénète violent connu, violeur, etc., qui aurait commis tous ces crimes. C'est pas un très bon CV, effectivement. Non. Et puis Robin, qui était profondément traumatisé. Peut-être qu'il s'est servi de ce mec qui avait des problèmes pour je sais pas, pour se venger sur la vie, on sait pas quoi. C'est ça. Et alors, toi qui n'aimes pas les histoires en queue de poisson qui n'ont pas de résolution, je suis désolée, mais c'est comme, ok, d'accord, la prochaine que je fais, c'est sur des enfants. Oui, mais non, ça c'est pas juste. Tu peux pas faire, c'est pas pareil. Je suis pas d'accord. Resserre-moi, s'il te plaît. Ok, allez, go. Et mais tu sais que je la connais pas, cette histoire? Mais moi non plus. Ils disent qu'elle est célèbre et connue, mais... Alors, non. Qui dit ça? Parce que moi, je ne la connais pas. Le documentaire et Wikipédia. Je suis une pointure là-dedans. D'ailleurs, en parlant de pointure, toi, tu connais pas, mais ceux qui nous écoutent sûrement doivent connaître. En fait, il y a un écrivain français. Alors, on avait parlé de Sandra London. Oui. Voilà. Et en français. Et à chaque fois, se mettait avec les mecs qui commettaient des... Voilà, genre une pipe, une histoire, une pipe, un livre. Oui. Voilà. Et moi, c'était... Stéphane Bourgoin. Oh. Et Stéphane Bourgoin, en fait, c'est un écrivain qui, lui, disait que il était aux États-Unis et il avait une petite amie, en fait, qui s'était fait assassiner par... un tueur en série, et que c'est pour ça, du coup, qu'il a été fasciné par les tueurs en série. Il a écrit plein de livres, il a rencontré plein de tueurs en série. Moi, j'étais fascinée par ce mec parce que, forcément, j'étais fascinée par tout ça. Et je suis allée même dans sa librairie à Paris. Il a une librairie? Oui, et je me suis fait... qui s'appelle Le Troisième Œil à Paris. Je me suis fait dédicacer un de ses bouquins. Ah ouais? Ah ouais, j'étais... Charlotte, en fait, malgré 20 ans d'amitié, elle a toujours une nouvelle histoire à me raconter, alors que moi, Charlotte connaît toutes mes histoires. C'est ça qui est bien. Et apparemment, une dernière... un dernier scandale dirait que tout ce qu'il a dit était faux. Ah, mais comme le Million Little Pieces que t'adores. T'aimes bien, toi, finir sur des histoires qu'à la base étaient vraies, mais ils sont pas vraiment vraies. Non, alors ça, c'est pas pareil parce qu'il a romancé. Lui, Stéphane Bourgoin, je sais pas si tout était faux dans le sens où sa petite amie n'a jamais été assassinée par un tueur en série, etc., etc. Après, mais c'est du marketing, quoi. En soi, toutes ces études sur les tueurs en série sont super intéressantes. Donc, que ce soit faux ou que ce soit vrai, franchement, si vous êtes intéressé par les tueurs en série, par les histoires un peu comme ça, franchement, lisez quand même ces livres parce que son étude des tueurs en série est super bien faite pour moi. On devrait refaire un autre coin sur l'Insta, là. T'as fait les épisodes, t'as fait les 20, et on devrait faire suggestions. Ah parce oui. Parce qu'on en a eu trop. Beaucoup trop. Ça serait beaucoup de Netflix et 2 livres. C'est pas vrai. Non, mais ouais. Mais bon, quasiment, oui. Soyons honnêtes. All right, I'm ready. Tu es prête? Oh putain, elle a une tête, les gars, elle a une tête. Parce que cette histoire, en fait, je l'aime beaucoup. Non, c'est pas... Okay. Non, je sens la peur dans tes yeux. Mais grave. Il n'y aura pas de table de gynéco. Ok, chut, arrête de penser de ça. Il n'y aura... Tu sais que j'ai une amie qui a arrêté de nous écouter à l'épisode 2. Mélanie. Tu m'étonnes, t'as été fort un peu au début. Hein. Oh. J'ai donné au public ce qu'il voulait. Et après, je lui ai dit, mais continue, il n'y a que cet épisode 2. Après, c'est un peu plus soft, ça dépend des épisodes. Okay. Donc, je vais parler d'une histoire. Mais il est trop content. Je sais pas ce qui m'attend, les gars. Non, tu vas aimer. Ok. Qui a été comparée à l'affaire O.J. Simpson. Ah, good story. I know. Mais c'est pas O.J. Simpson. Mais il faudra la faire celle-là quand même. Parce que on sait toujours pas. Mais si, c'est lui, voyons. Oui, moi aussi, je pense que c'est lui, complètement. Ouais, voilà, quand tu mets le gant, genre, it's too small. Ouais, aussi, genre, desserre les doigts, arrête de crisper ta main. Ouais, c'est clair. En fait, ça a été comparé à cette histoire juste par la couverture médiatique qu'elle a eue. Ok. Je vais parler de l'affaire Scott et Lacey Peterson. Yes, good girl! And it's so exciting, parce que maintenant, il parle... Spoiler. Voilà. I'm a giant spoiler. I know. Je te l'avais dit qu'il fallait le faire. Bravo, je suis fière de toi. I know, thank you. Je suis trop contente. J'aurais pas dû être aussi méfiante. Tu vois, t'es aussi excitée que moi. Ah ouais, grave. Voilà. Non, très bien. Cette histoire, bien. En plus, bien. Ouh, elle a des yeux. Ah oui, c'est pour une fois, je suis contente. Go. I'm so excited. Voilà.
Est-ce que, pour ceux qui nous suivent depuis le début, est-ce que vous vous souvenez de Sarah au tout début? Non, Maintenant, elle a les yeux de la folie quand je lui parle en plus, c'est une histoire californienne. Voilà. Ça va être what was le premier documentaire là avec le gars qui est sorti de prison. Comment ça? Sur Netflix, la première série, je l'ai regardée comme une folle. Making a Murderer. Making a Murderer. Oh. C'est du même genre cette histoire. Ça, il faudra qu'on en parle parce que cette histoire est. Mais ça va être long, hein. Mais bon, en 2 épisodes au moins. C'est très long. Bah, Netflix, on a fait 20 épisodes. Ouais, à peu près. Allez, go. I'm so excited. I know. Donc, alors, petite musique de Noël. Jingle Bells. On est la veille de Noël à San Luis Obispo en Californie. Le 24 décembre 2002. Il est 16h45 quand Scott rentre chez lui et se gare à côté de la voiture de sa femme Lacey, donc dans le driveway. Il ouvre la barrière de leur maison, de l'entrée, et voit sa chienne, Mackenzie, qui vient l'accueillir et qui est en liberté, mais avec sa laisse toujours autour du cou qui traîne par terre. C'est déjà super inhabituel que cette chienne soit dehors en liberté toute seule, mais encore plus avec la laisse autour du cou, ouais, c'est bizarre. Il enlève la laisse du chien, la rentre dans la maison. La maison est très sombre, c'est silencieux. Il cherche sa femme, Lacey, qui n'est pas là. Et c'est bizarre qu'elle soit pas là parce qu'il devait aller manger chez les parents de Lacey le soir même pour Noël, la veille de Noël. Donc il se dit, ça fait un peu tard pour qu'elle rentre, tant qu'elle se prépare tout ça, mais bon. Il est pas trop inquiet au début. Il ouvre le frigo, il mange une vieille part de pizza. Il fait une machine avec ses vêtements de la journée et prend une douche. Après sa douche, il décide d'appeler la mère de Lacey, Sharon, avec qui il est très proche. Il l'appelle même « Mom ». Et il lui demande « Est-ce que Lacey est chez vous ?» Ça serait bizarre que Lacey soit chez eux, parce qu'ils devaient y aller ensemble et sa voiture était toujours dans le driveway. Mais bon, est-ce qu'elle est chez toi? Il cherche sa femme, quoi. Elle est où? Sharon lui dit non. Et tout de suite, Scott répond « Lacey is missing ». Lacey a disparu. C'est la première chose qu'il dit plutôt que de dire... Ah, bah c'est bizarre, elle est oui, pas mais là. Alors, attends, on est en quelle année? On est en 2002. Oui, donc des portables, ça existe. Les portables existent. Donc la première réaction, c'est pas de l'appeler sur son portable. Non. Et sa première réaction, c'est de dire que Lacey is missing, alors que moi, ma femme, enfin mon mari est pas là, je trouve pas, j'appelle ses parents, il est pas là, je fais... Bah, c'est bizarre. Alors oui. Et j'appellerai mon mari avant. Oui, ben voilà, c'est pour ça qu'il n'essaie pas de l'appeler elle. Voilà. Mais en même temps, selon certaines personnes, ils sont vraiment habituels à des trucs. Enfin, tu vois, ça peut être vraiment très bizarre. Tu peux être habitué au fixe et tu l'appelles pas sur un portable. Mais bon, tu verras que ce n'est pas le cas. Tout à fait. Revenons un peu en arrière. Qui sont Lacey et Scott? I love it when you do your... Maintenant, revenons en arrière. Je fais un peu... C'est bien. J'aimerais faire comme Christophe Ondelat, mais je n'ai pas le level. Mais arrête de parler de... Je suis obsédée par Christophe Ondelat. Très clairement. D'ailleurs, Christophe, tu devrais te sentir très flatté. On sait qu'on n'est pas à ton niveau. Oh, Christophe Ondelat, est-ce qu'on peut faire un épisode commun? Ça serait tellement drôle. Ça serait tellement drôle. Allez, continue ton histoire. Mais par contre, Christophe Ondelat qui boit du vin. Ah oui, grave. Bah oui, sinon dans les voix, ça va être trop drôle. Lacey Denise est née le 4 mai 1975 en Californie, une taureau. Ses parents ont divorcé quand elle était très jeune et sa mère Sharon donc s'est remariée avec Ron qui a pratiquement élevé Lacey. Donc c'était son beau-père mais c'était sa figure paternelle. Lacey, jeune américaine, très populaire comme toi, cheerleader comme toi, etc. Elle étudie à Caltech l'horticulture et rencontre un certain Scott Peterson alors qu'elle n'a que 19 ans. Scott est né le 24 octobre 1972 en Californie. Ses parents ont un magasin. Il a 6 demi-frères et demi-sœurs, mais de l'union de ses parents, en fait, il n'y a que Scott. D'accord. Voilà, de maman et papa, il n'y a que Scott. C'est vraiment l'enfant roi. Ses parents le chouchoutent. C'est le meilleur, c'est le plus beau. Ça devient des tyrans. Voilà. Il étudie également à Caltech et c'est un élève modèle extrêmement intelligent. Forcément. C'est le chouchou des profs, tout ce que tu veux. Donc, Scott et Lacey se rencontrent... Personne ne soupçonne ça, un connard. Bien sûr. Au sein du couple. Bien sûr. Scott et Lacey se rencontrent en 94 dans un café, coup de foudre. Ils deviennent sérieux très très vite. Il la présente à ses parents très rapidement également.
Mais Love bombing, mais bizarrement, pendant qu'il devenait sérieux avec Lacey, il suppliait son ex, Michelle, de revenir avec lui. Voilà. Prévisible. Donc, C'est sérieux, vous voulez prendre notre, vous avez suivi un chemin marqué, là. Vous êtes sur un GPS identique que ça. Est-ce que, franchement, mettez votre routeur ailleurs. Itinéraire homme. Oui, voilà, c'est ça. Itinéraire homme toxique. Est-ce que tous les hommes ne sont pas... flags. Not all men. Yeah, that's like most two. of them. Ils habitent ensemble au bout de 1 an et Lacey offre la chienne Mackenzie au début de l'histoire à Scott. Donc cette fameuse chienne qui après va faire partie de l'histoire. Le couple se marie après 3 ans de relation, mariage ultra classe pour les Américains, hein, j'entends. Très cher, genre le mariage de princesse, tu vois, de toutes les Américaines qui ont été cheerleaders. Voilà. Hey, what are you saying? Non, le tien n'était pas de ce style-là, était très très bien, mais tu vois ce mariage un peu non, mais je vois tout à fait, un peu, années 2000. un peu bougie, mais niaise. Ah, voilà. Ok. Mais apparemment toute la journée avant le mariage, Scott forcément draguait des nanas. Et on pense que Lacey était au courant, mais elle l'aimait, elle fermait un petit œil. L'amour. Ah, c'est beau. Donc, ils essaient de faire un enfant, mais ils ont assez de mal. Elle tombe enceinte au bout de 3 ans de tentative d'un garçon qu'ils veulent appeler Connor. Donc là, elle est enceinte. Okay. À ce moment-là, Scott travaille pour une boîte de fertilisants internationale, ce qui est assez drôle parce qu'il a mis 3 ans à engrosser sa femme et il travaille pour une boîte de fertilisants. C'est peut-être ça le problème. Oui, sauf si Donc, il voyageait pas mal et je pense aussi devait gagner pas mal d'argent. Lacey a 27 ans quand elle tombe enceinte et elle décide de quitter son boulot parce que son rêve était d'être mère au foyer. Of course it is. Voilà. Donc, on revient à l'histoire. Which is fine. Oui, bien sûr. En tant que féministe, tu peux tout faire. Et clairement, de toute façon, c'est un métier à part entière. Hein. C'est franchement clairement un métier à part entière. Donc, on revient à l'histoire. Sharon, donc la mère de Lacey, se dit c'est bizarre qu'ils disent que Lacey a disparu et Sharon dit à Scott écoute, ta femme est enceinte de 8 mois, est-ce que tu as appelé les hôpitaux, appelle tes amis, on sait jamais quoi. Scott dit oui, bonne idée. Il raccroche. Parce qu'en plus 8 mois, genre elle a eu des contractions, elle est enceinte de 8 mois. Et lui, tout de suite, elle est manquante. Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Elle peut avoir accouché, évidemment. Bien sûr, tu sais c'est pas. ça la première réaction. Bien sûr. Donc, il raccroche et après 2-3 minutes, il dit c'est bon, j'ai appelé tout le monde, personne l'a vue, je ne sais pas où elle est. Donc, il a dit ça à la mère. Donc, le beau-père, Ron, appelle le 911 et déclare la disparition de Lacey. J'aimerais bien placer les... En fait, je pense que je vais envoyer à Bruno certains voicemails, certains audios, parce qu'il y a la déclaration de la disparition de Lacey, il y a aussi le téléphone de Scott qui avait été mis sous écoute, où il y a des choses qui sont assez intéressantes. Donc, je pense que je vais les envoyer. Yes, do it. Voilà. Alors, on sait très bien, donc, quand on déclare une disparition d'une adulte à la police, il se passe pas grand-chose parce oui, que... Oui, tout de suite, là, ça fait qu'1 heure. T'as le droit de faire ce que tu veux, en fait. T'es pas... Je comprends aussi. Voilà, bien sûr. Dans le cas de Lacey, elle est enceinte de 8 mois. On est le 24 décembre. Donc, pour la police, et ce qui est assez... Et je vais revenir après à la police de là-bas, qui est assez une situation anormale. Donc, ils commencent les recherches de suite. Bizarre. Ouais. Donc, immédiatement, les policiers se rendent chez Scott et Lacey. Scott dit donc qu'il n'a pas vu Lacey depuis ce matin-là. Il s'était levé vers 8 heures. Lacey était déjà debout. Elle était en train de petit déjeuner. Ensemble, ils ont regardé l'émission préférée de Lacey, qui est l'émission de Martha Stewart. Donc là, c'était une émission spéciale Noël. Il demande à Lacey qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui. Elle a prévu de faire quelques courses, de préparer son déjeuner de Noël. C'est elle qui recevait pour le brunch du 25 décembre. Bref. Puis après, elle disait qu'elle voulait se promener avec Mackenzie, le chien. Et là, c'est drôle parce qu'une des vidéos que j'ai regardées pour cette affaire dit et Scott, au lieu d'aider sa femme pour les courses et vouloir rester avec sa femme la veille de Noël, décide d'aller pêcher. C'est trop bizarre. Et là, j'étais là, Mais en fait, non, c'est un mec toxique. Non, mais c'est genre, est-ce que tu veux te charger un tout petit peu de la charge mentale ou faire quelque chose à la maison? Non. Non, je préfère prendre du temps pour moi. Hein. Voilà, c'est ça. 8 mois d'enceinte, fais-le toi-même, connasse.
Non, ça c'est hyper, mais juste normal, quoi. Ou sinon, quand c'est pas normal, c'est que c'est quelqu'un, voilà. Non, mais je suis navrée. Moi, j'ai jamais été enceinte, donc voilà, mais bon, c'est, voilà. Donc, pendant toutes ces recherches, Sharon se dit que Scott est quand même très calme. Après ça, c'est, encore une fois, chacun réagit à sa manière. Certes. Moi, honnêtement, je pense que je serais suspicieuse. Parce que en fait, moi, je réagis déjà que la mère, qui est censée être très proche de Scott, dès qu'il appelle et dès qu'elle lui dit qu'elle a disparu, elle est suspicieuse de Scott, moi aussi, je le suis, du coup. Oui, elle connaît mieux que moi. Mais après, sur les réactions, tu vois, moi, par exemple, je sais que je réagirais d'une manière qui serait suspect pour la police, parce que je sais que je resterais très éloignée de la situation. Attendons de voir, ma belle, attendons de voir. Non, je sais pas. J'espère que je n'aurai pas de meurtre autour de moi, s'il vous plaît. Si. Donc, le détective demande à Scott si Lacey avait pris son sac à main. Il a répondu, je sais pas. Ce qui a paru étrange à Sharon, genre, tu checkes pas, genre, quand tu sais que tu... Oui, donc il a le chien avec le laisse autour du cou qui se tremble, mais il regarde pas s'il y a son affaire ou Lacey, t'es là. Alors qu'on sait très bien qu'une femme, quand elle quitte la maison... Elle prend toujours son sac à main. Toujours. Le détective demande alors à Scott s'il est parti travailler ce jour-là. Scott sort direct un reçu de stationnement de parking de là où il est allé pêcher. Genre, non, mais regardez, j'ai une preuve. Ah ouais, d'accord. Je suis allé pêcher, j'ai un reçu de parking. Un peu trop précipité là, Scott. Voilà. Donc là, le détective pose plein de questions, car évidemment, on soupçonne toujours le mari ou la femme en premier. Mais normal. Évidemment. Donc, à quelle heure vous y êtes allé? Quel appât vous avez utilisé pour la pêche, etc., etc. Scott parle d'un entrepôt de sa boîte, de sa compagnie, qu'il utilise un peu comme un bureau. Et c'est là qu'il garde son bateau. Donc, il aurait envoyé quelques mails pour le travail. Et à la base, dit qu'il voulait aller golfer, mais il faisait trop froid. Donc, il est parti pêcher vers 13h. Ensuite, sur le chemin du retour, il appelle Lacey 2 fois. Une fois sur le portable de Lacey. Donc, elle avait bien un portable. Il tombe sur son répondeur et tu l'entends, peut-être que je l'enverrai à Bruno, où il dit genre « mon amour, je rentre, bisous, au revoir ». Et une autre fois à la maison, donc il n'arrive pas à la voir. Pendant que la police fouille la maison, le beau-père de Scott, donc Ron, lui demande « alors, t'es allé golfer ?»« Non, je suis allé pêcher, ok, vers quelle heure ?»« 13h. » Et là, Ron dit « c'est beaucoup trop tard pour aller pêcher. » Apparemment, je ne suis pas une pêcheuse, mais apparemment, quand tu es un pêcheur avéré, c'est très tôt le matin. Exactement. Toi, tu pêches, toi, ou quoi? J'ai déjà pêché, oui. Mon grand-père pêchait. Je pêchais avec lui, on allait parfois, ouais. Donc voilà. C'est très tôt le matin. Et voilà. Donc, il dit c'est très tôt le matin et que genre 10h du matin, c'est trop tard. Ah oui, tout le monde, c'est à l'aube. Ok, tu vois, vraiment, même dans la baie de San Francisco, tu vas hyper tôt, sinon ça sert pas. Et là, il lui fait, tu pêchais quoi à 13h? Et Scott, incapable de répondre. Apparemment, donc, le voisin de Scott et Lacey aurait vu Mackenzie, la chienne, dès le matin, toute seule avec sa laisse autour du cou. Donc, Lacey avait déjà disparu à ce moment-là. Mais Mackenzie est rentrée quand dans la maison? En fait, elle n'était pas rentrée dans la maison. En fait, dès le matin, le voisin la voit errer avec sa laisse autour du cou. Oui, donc comment elle est rentrée plus tard? Ah, c'est lui qui la rentre. Ok, d'accord. Ok, oui, pardon. Donc là, les policiers... Excusez-moi, je vais trop vite. Voilà. Les policiers demandent direct au détective de l'homicide de venir, alors que ça fait que quelques heures que Lacey a disparu. Et ils pensent direct à un meurtre. Ouais, oui. Donc c'est là où on se dit... Non, mais je me pose la question parce que souvent, ils disent que quand une femme abusée ou un mec comme ça, qu'elle est enceinte, c'est vraiment le moment où elle est le plus vulnérable. Le plus de femmes se font tuer quand elles sont enceintes. Ok. J'ai lu ça. Je sais pas si c'est vrai, hein. Je suis pas Wikipédia ni fact-check. Mais bon. C'est intéressant. Donc, le premier détective Spurlock, inspecte la maison et voit quelques détails intéressants. Donc, il voit que la maison est très, très rangée et très propre. Mais le tapis de l'entrée, tu sais que genre, quand tu rentres, il y a une espèce de tapis, pas comme un paillasson, mais un tapis un peu mou. Ouais. Genre, où tu poses tes pieds et après tu rentres chez toi. Elle est pas devant l'entrée, elle est devant la porte du patio et elle est toute chiffonnée. Tu sais, comme si tu avais tiré quelque chose dessus. Ah, ok. Voilà. Après, il se dit, bon, ils ont un chien, ça arrive que le chien, il ait pris le tapis et qu'il ait joué avec et il l'ait balancé sur devant la porte du patio. Je n'ai jamais pensé à ça, mais je suis pas détective. détective. Lui, il se dit peut-être. Voilà, ça arrive. Lacey a laissé effectivement son sac à main chez elle, mais quand il trouve le sac à main, il est sur un crochet dans la garde-robe, derrière des foulards, assez caché en fait. Donc, tu mets jamais ton sac à main que tu utilises tous les jours caché derrière des trucs.
Non, pas derrière caché. Non. En général, le sac à main que tu utilises tous les jours, il est à la vue. Non, moi je le mets dans mon placard en général. Ouais, mais il est devant. En général. Je le cache pas derrière quelque chose, non. Et à l'intérieur du sac, il y avait tout. Donc la meuf, elle est partie sans rien. Okay. En regardant sur le lit du couple également, donc là il y a une photo, il remarque quelque chose d'étrange. En fait, il y avait une grosse housse, tu sais, les housses pleines d'air, blanche, avec une empreinte, comme si quelqu'un avait été couché par-dessus. Il y a vraiment donc la marque du corps, quoi. La marque d'un corps. Puis sur la machine à laver, donc Scott, si tu te souviens bien, a dit qu'il avait lavé ses vêtements de la journée. Oui. Mais sur la machine à laver, il y avait des serviettes tachées. Scott dit que la femme de ménage venait de les laver, sauf que c'était encore sale, c'était en boule, donc une femme de ménage en général, elle plie. Ouais, elles sont nulles souvent. Donc soit elle était vraiment naze, soit il y a un souci. Et à l'intérieur, donc les vêtements de Scott, et à côté, donc juste vraiment à côté de la machine à laver, il y avait une bassine pleine de linge sale. Ah oui, donc Scott, l'histoire tient pas la route, donc, quoi. Soit c'est un gars qui se dit, je veux juste laver mes affaires, je m'en branle de machin, c'est pas possible aussi. Après, excuse-moi aussi, mais les mecs, quand ils disent, oui, je suis rentrée, j'ai lavé les trucs, j'ai mis les trucs, en fait, ils arrivent, ils mettent leurs trucs partout. Je suis désolée, c'est pas du tout un épisode anti-homme, mais c'est vrai. Yeah, it is! Comme la plupart de meurtres sont commis par des hommes, on aura beaucoup d'épisodes. Ça suffit maintenant. Arrêtez de faire des meurtres. Donc voilà. Donc là, il se dit, c'est bizarre en général quand tu mets quelque chose dans. Oui, parce que Scott a dit que je me suis rangée, alors que Lacey, elle aurait été là, tu ranges jamais. Voilà, exactement. Autre chose. Lacey essayait de rester, fit, genre elle essayait de rester faire du sport, rester saine, de s'entretenir en fait toute sa grossesse. Elle marchait beaucoup jusqu'à un moment dans sa grossesse où elle a commencé à se sentir ultra mal à chaque fois qu'elle partait en balade. Et elle ira même voir un docteur qui lui a dit il faut que vous vous reposiez. Donc elle avait arrêté de faire ses longues promenades et de promener le chien. Donc c'est bizarre qu'elle ait voulu faire ça la veille de Noël alors qu'elle avait plein d'autres choses à faire. Ben ouais, son charge était déjà là, quoi. Très là, et elle était malade quand elle marchait trop, et elle avait plein de choses à faire. Suspect. Donc, elle est aussi allée au parc sans son portable, ce qui est pas normal. Mais bon, les parents de Scott ont dit, mais non. Mais c'était pas les smartphones à l'époque, donc c'était moins intéressant. C'est ça. Mais en plus, les parents. Ouais, vas-y. Un coup de plus. Oh, on a déjà fini la bouteille. Voilà. Elle était bonne, vraiment. Non, mais vraiment, le Dérangé. Oh, ça passe vite. Donc, les parents de Scott disent, non, c'est normal, le téléphone de Lacey ne fonctionnait plus depuis plusieurs semaines, c'est pour ça qu'elle ne l'a pas pris avec elle. Et les parents de Lacey ont dit ça? Non, les parents de Scott. Ah, d'accord. Et du coup, le détective, il dit, OK, je vais aller dans votre sens. Donc, le téléphone de Lacey ne fonctionne plus depuis plusieurs semaines. Donc, pourquoi Scott l'appelle sur son portable et laisse un message si son téléphone ne marche plus? Bien vu, il est bon ce détective. Ouais! Détective Spurlock. I like it. Me too. Is it Morgan Spurlock? Non, c'est celui qui a fait le truc sur McDo, là. Celui qui fait les films documentaires, il s'appelle Morgan Spurlock. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Ouais. Putain, c'est vieux, ça. Oui, mais j'avais vu au cinéma. Peut-être qu'on l'a vu ensemble. Ouais, peut-être. Façon. Donc, il y a aussi un souci sur ce que Scott dit qu'il est allé pêcher. Il dit qu'il est allé pêcher de l'esturgeon, alors que déjà là où il est allé, c'était illégal de les pêcher. Et à cette période de l'année, la seule chose que tu pouvais pêcher, c'était du crabe. D'accord. Donc, zéro esturgeon, et en plus, c'est illégal de les pêcher. Bon, après, le fait qu'il aille pêcher un truc illégal et qu'il l'admette, ça, c'est pas le souci. C'est pas grave. Mais il y en avait pas. Il n'y en avait pas. Plus problématique. Voilà. Les détectives fouillent ensuite le pick-up de Scott, et Scott dit direct, si vous trouvez du sang, c'est normal, je fais beaucoup de sport et je peux me couper, Ah, mais Scott, il s'enfonce, là. Et apparemment, en fait, O.J. Simpson, justement, avait fait la même chose. Yes, my truck is full of blood. It's normal. I get nosebleeds. Yeah. C'est mes coulements de nez. J'ai éternué du sang. Donc, si vous trouvez du sang, c'est normal. 2-3 litres, normal. C'est une ne le testez même pas. Ok. Donc, il fouille aussi le bateau. Donc, ce fameux bateau que Scott s'était acheté.
D'ailleurs, personne ne savait que Scott s'était acheté un bateau. Parce que une personne, un mec, genre beau gosse, etc., il dit pas à tout le monde, voilà. J'ai acheté un bateau. Ça. Et s'il avait dit, genre, ils étaient très, enfin, je crois que je le dis après, mais ils étaient très proches. Et s'il avait acheté un bateau, il l'aurait dit. Et Lacey l'aurait dit. N'aurait pas dit. Même un introverti, il dit j'ai acheté un bateau, quoi. Clair. Donc, il fouille aussi ce fameux bateau et trouve un seau rempli de béton pour faire une ancre. Mais elle n'était pas reliée au bateau. Donc, ça ne peut pas marcher comme une ancre. Si vous connaissez le principe d'une ancre, si vous la jetez, elle tombe, voilà. Et fini. Mais le bateau est continu. Dit bye bye, baby, baby girl. Scott se fait interviewer par la police officiellement de minuit à 1h30 du matin. Donc là, on est toujours quand même le jour même où il déclare. On est le 24-25. Noël, quoi. Ouais. Jingle bells, Batman smells. J'ai regardé un peu l'interview de Scott qui se fait interviewer par la police et alors, encore une fois, chacun a une façon différente de réagir à ce genre de situation, mais il est quand même très, très, très relax et il plaisante même avec la police. Et tu te dis, là, ça fait que quelques heures que ta femme est portée disparue, elle est enceinte de 8 mois, elle porte ton fils. Et toi, tu es en mode blagoï. Non. Donc, le lendemain, le 25 décembre, Scott... Après, moi, je suis quelqu'un de nerveuse. Moi, je peux faire des blagues à des moments totalement inappropriés. Oui, moi aussi. Donc, ça me Moi, je rigole aux enterrements, tu vois. Oui, j'ai vu Schindler's List au cinéma avec 2 copines, à cette époque. Il y en a une, 0 émotion, et l'autre, elle ricanait à Schindler's List. Je te raconte pas. Moi, je pleurais. J'étais normale, hein. Je vous rassure. Elle, je suis là, mais en fait, quand elle était nerveuse, elle rigolait parce qu'elle pouvait pas gérer l'émotion qui était du truc. Mais oui. Donc, moi, ça m'est arrivé de rigoler, de rire à des enterrements parce que oui, parce que j'étais pas bien. Oui. Mais parce que je suis mal et que je sais pas comment réagir. Toi, t'es invitée au mien, par contre. Moi, j'aimerais bien qu'on rigole à la mienne. Ah, donc, mais c'est ça. Première loge, toi. Ah ouais, moi, première loge, je paye le ticket VIP. Voilà. Ah, ça va être bien. Yeah, cool. It's gonna be so fun. Donc, le 25 décembre, Scott appelle le détective pour savoir où en est l'affaire. Le détective dit qu'il a fouillé tous les alentours et demande « Mais est-ce que vous avez utilisé les chiens qui reniflent les cadavres ?» Et là... C'est Scott qui demande. Ouais. Et là, le détective, il fait « Bah, tu penses pas qu'elle soit encore vivante, ta femme, Scott Ouais. Tu veux qu'on renifle un cadavre ?» Donc, et un voisin... Peut-être que Scott, c'est vraiment un aficionado du true crime. Ouais, et du coup, son cerveau est parti trop loin. It's my time. Comme toi avec ta voisine, quand elle n'a pas fermé sa fenêtre pendant une journée. C'est vrai. Tu vois? Et j'aurais été interviewée par la police, j'étais là, ah, mais écoutez, c'est sûr! Appelez mon chien! Ouais, c'est moi, j'attendais que ça! T'es une catastrophe. Voilà. Un voisin dit qu'il a été réveillé à 10h30 par un chien qui aboyait sans arrêt. À 10h30, alors que normalement, elle était censée être promener le chien, faire des trucs et tout. Ah oui. Un autre dit qu'à 17h30, Scott sonne chez lui, genre, t'as vu les scies, je la trouve pas, j'étais allée golfer. À 17h30. Ah, l'histoire change. Donc, on sait que Scott a utilisé son bateau à la marina parce qu'il a son ticket. Il faisait coin-coin avec une autre Pikachu, à mon avis. Donc, toute l'histoire repose sur le fait que Scott, c'est pas un mari fidèle. Mais bon, je ne connais pas, je spoil. Je peux continuer? Oui. OK. Oh, she's mad. I am. Sorry. Donc, on sait que Scott a utilisé son bateau à la marina, mais il voulait cacher ça et dire, j'étais au golf. Mais des employés de la marina l'auraient vu et il s'est dit, je vais finalement dire que je suis allé pêcher, je montrerai mon ticket de parking, machin. Donc là, forcément, la famille et les amis de Lacey et Scott organisent des battues. Ça, c'est la première chose que tu fais. Des battues? Des battues, tu sais, c'est quand tu vas dans les champs et que tu cherches. Vous tenez la main et tu cherches. Quelqu'un tombe sur le corps avec son pied droit, quoi. Voilà, ou gauche. Sympa. Ça porte chance. C'est l'un ou l'autre. Ils impriment sa photo pour la placarder et les parents de Lacey veulent vraiment que l'affaire soit médiatisée au maximum pour qu'on en parle. Donc... Une femme enceinte de 8 mois qui disparaît, elle est blanche au quartier riche, c'est bon. Ouais. Ça go. Donc, ils vont filmer au max, mais Scott refuse toujours de participer aux émissions. Toujours, il refuse d'être filmé. Le public commence à trouver ça bizarre. Et tu vois même des interviews de Nancy Grace qui dit fuck Nancy Grace. She's the worst. Yeah. Mais elle avait raison dans le sens où ta femme disparaît, Why don't you want to be interviewed? Why? C'est le diable. C'est le diable. Ouais. Donc, Scott ne s'attendait pas à ce que la disparition de sa femme soit autant médiatisée.
Et aussi, tu te dis que dans une petite ville comme Modesto, tes policiers sont pas les plus efficaces. Donc, donc c'est pas un fait de true crime. Je reviens à ce que j'ai dit. Hein. Non, et apparemment, en fait, ce que moi, je savais pas forcément, je suis pas de Modesto, mais apparemment, la police de Modesto, c'est des badass. Des badass de fous. Genre, ils résolvent. Je crois que Modesto, c'est le county, donc plus large, et eux, ils sont de San Luis Obispo, la ville. Non, mais attends. Mais là-bas, il y a quand même pas mal de crimes qui sont commis. Et la police de Modesto, elle résout 90% des homicides. Ce qui est énormissime. Ouais. Donc, c'est des gros badass, c'est des bons. Oui, enfin... Ok, c'est continue. Des bons. C'est des bons. Dans les statistiques, 90%, c'est énormissime. C'est comme les statistiques, c'est les statistiques, ça veut pas dire vraiment, ça veut dire ils mettent des gens en prison qui ne vaut pas vraiment, enfin... On verra bien. Laisse-moi dire que c'est 90% du temps, c'est qu'il faut maintenir des statistiques. Donc, des policiers vont faire des conneries pour maintenir des statistiques. Parce que demandé par le chef. À chaque fois, non, je ruine pas, mais c'est nul, ça, on le sait. Non, c'est pas nul, c'est les meilleurs. Ok. Dans le bateau, ils trouvent genre 2 gouttes de sang, mais vraiment très minimes. Donc, tu peux pas. C'est pas de sturgeon, ni de crabe. Ouais, tu peux pas faire grand chose avec. Ni de Peter ou Scott ou, je sais pas quoi, Scott Peterson. Et 4 cercles, on va dire, au milieu comme de résidus de béton, comme s'il avait fait 4 autres encres. Ah. Mais ils ne sont jamais retrouvés, ces encres faites maison. Donc, il était potier. Et le fameux chien cadavre a beaucoup réagi sur un mur de l'entrepôt, donc entrepôt / bureau, et dans le bateau. Donc les policiers font des plongées pour essayer de retrouver quelque chose. Et là, ce qui est bizarre, c'est que personne de la famille, donc ce que je disais, savait qu'il avait acheté un bateau, donc tout le monde était très proche, il avait acheté un scred, suspect. Le 30 décembre, une femme du nom de Amber Fry appelle le détective pour lui dire qu'elle était la petite amie de Scott. Mais je l'ai dit, mais sans le savoir, mais c'est clair. En fait, elle entend ce nom à la télé et elle est complètement choquée. Parce qu'il s'appelle pas Scott Peterson. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'elle savait pas qu'il était marié. Ah ben bien sûr, mais c'est ce que je te dis. Il y a une femme n'a pas 2 familles, c'est impossible. Un mec, fastoche. On a trop de choses à faire. Donc Amber et Scott étaient en couple 5 semaines avant la disparition you fucking shitty shit. Ils étaient en couple 5 semaines avant la disparition de Lacey et ils se parlaient tous les jours. Love bombing. Il répète les mêmes. Son GPS était sur les mêmes coordonnées. Tout droit. Go Scott. Mais Amber n'avait aucune idée que Scott était marié. Donc, ils dormaient ensemble de temps en temps. Elle lui a même présenté sa fille. Lui, il disait juste qu'il voulait pas d'enfant. Mais sinon, à part ça, ils parlaient vraiment du futur ensemble. Amber se rappelle d'une chose bizarre. Le 9 décembre, il arrive chez elle complètement bouleversé et il dit « Ma femme est morte ». Alors qu'il n'avait pas de femme. Ouais, mais en fait, elle sait pas. En fait, Amber, elle ose pas demander si c'est son ex-femme, elle comprend pas. Mais il est trop bouleversé, donc elle ose pas. Elle le conforte. Mais on sait que le 9 décembre, c'est le jour où Scott achète son bateau. Et même après la disparition de sa femme, il appelle Amber en disant qu'il était avec sa famille à Boston ou à Paris. Enfin, genre tout va bien. Tout va bien. Et tu as son téléphone est sous écoute à ce moment-là. Ah mais moi je vais tout écouter maintenant. Je vais tout me faire en boucle. C'est incroyable. Donc là, par exemple, on est le 31 décembre. Il appelle Amber alors qu'il a une vigie pour sa femme. Une vigie, tu sais, c'est quand ils sont avec la bougie. Oui, je sais, avec leur bougie dans la rue. Les bougies sur la plage. Pour le retour. Voilà. Et lui, donc, l'appelle. Et pendant la vigie. Pendant la vigie, pour sa femme. A fucking cunt. Pour sa femme Lacey qui a disparu. Et il appelle Amber, sa maîtresse, et j'ai entendu l'appel, et il dit « Ah, je suis à côté de la Tour Eiffel, c'est fou, il y a du monde. Enfin, franchement, c'est à se demander pourquoi on continue avec eux. C'est ça. Mais voilà. Incredible. C'est incroyable. Ils ont des couilles, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ils ont des couilles, en fait, c'est une expression pour dire que t'es une tapette et que, voilà, quand t'es vraiment, quand t'as pas de principe, quand t'as pas de morale, quand t'as pas d'éthique, t'as des couilles. Hein, parce il faut bien avoir quelque chose. Hein. Ouais. Et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi Scott ne voulait pas être filmé. Évidemment. Oui. Et Scott était quelqu'un, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était quelqu'un de très manipulateur et très à l'aise avec les situations inconfortables. Genre, par exemple, Je l'aurais compris tout de suite. Voilà, une grosse priorité pour Scott, quelques jours après la disparition de Lacey, Scott s'achète une chaîne payante de porno.
Tiens. Voilà. Oui, mais parce que le sexe, ça passe avant tout. Ses besoins. Voilà, quelques jours après la disparition de sa femme. Tu vois, par exemple, ta femme disparaît. Et toi, t'as envie de te taper, voilà. Whatever. Genre, Non, don't go there. Sex Toy Story 3, quoi. Sex Toy Story 3. À mon avis, c'était pas le délire de Scott, mais bon. Écoute. C'était drôle. Voilà. Merci. Quand le détective a appris pour Amber, donc il a montré une photo à Scott et cette photo, tu la vois. Tu vois Scott et Amber, genre devant un arbre de Noël, qui font prendre une photo de couple. Et Scott qui lui fait, c'est censé être moi, ça? Parce que c'est pas moi, je vois pas qui c'est pas moi du tout. Et en plus, gaslighting. Ouais. On coche toutes les cases. Ah, mais c'est incroyable. Donc, on sait après que Scott n'a pas eu que Amber comme relation extra-conjugale. Mais clairement. Donc, on en connaît que 3. Et... Ouais, ils étaient ensemble depuis 5 ans, 6 ans, quoi. Officiellement, on n'en connaît que 3. Et pareil, toujours cette facilité à mentir, manipuler pour avoir tout ce qu'il voulait, etc. Malheureusement pour Amber, la pauvre qui s'est retrouvée dans cette situation, dans cette histoire complètement horrible, elle se sent obligée de faire une apparition télévisée pour expliquer son côté des faits, en fait. Et tu vois qu'elle est extrêmement sincère et elle est juste... elle s'est retrouvée avec le mauvais mec au mauvais moment. Mais tu sens elle vraiment... a eu au moins le courage aussi de venir en parler, quoi. Ouais, et de après, son au visage. bout de 5 semaines, t'es pas non plus hyper impliqué, il faut pas trop exagérer. Non, mais enfin, t'imagines, tu sors justement avec un mec depuis uniquement 5 semaines, tu te retrouves au milieu d'une affaire de disparition / meurtre. Complètement médiatisé. Tu montres pas ton visage, quoi. Moi, j'ai une question. Ouais. Donc, lui vient d'avoir, alors peut-être que je vais y répondre plus tard et tu me le dis si c'est le cas, mais il lui dit le 9 décembre que sa femme est morte. Entre le 9 décembre et le 24, est-ce que les deux familles lui ont parlé? Je suppose que oui, c'est Noël, ils ont des préparatifs. Ah, bien sûr. D'accord, donc c'est qu'il préparait le coup, mais pourquoi il le dirait? Je sais pas. Ça, je peux pas te dire. Ça, je n'ai pas de réponse. Continuons. Donc, forcément, la famille de Lacey, qui soutenait Scott jusque-là, malgré toutes les incohérences, quand ils ont su pour Amber, ils se sont mis à s'éloigner de lui et ils ont commencé à le soupçonner. Go fuck yourself, Scott. Yeah, Scott. Donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire? À prouver que c'est lui qui a tué Lacey. Donc les policiers placent un GPS sur sa voiture et placent des micros dans sa maison, dans sa voiture, dans son téléphone, dans tout ce que vous pouvez placer des micros. Il décide à ce moment-là de se montrer et il fait une interview avec Diane Sawyer. Oh. Et il dit qu'il avait dit à Lacey pour Amber, genre elle était au courant. Et il n'y a pas eu de colère ou de dispute particulière. Et là, tu vois Diane Sawyer qui lui dit « Attendez, votre femme de 8 mois, enceinte de 8 mois, qui apprend que vous avez une relation extra-conjugale. » Et elle est cool. Et elle est cool. C'est exactement ce qu'elle lui dit. Donc bref, il l'amène en bateau comme il a mené en bateau à peu près tout le monde. Donc le 13 avril, un couple qui, je te le donne en mille, promenait son chien le long de la baie de San Francisco. Ah. Le chien s'arrête pour renifler quelque chose et là... Attends, juste pour situer les auditeurs, San Luis Obispo et San Francisco ne sont pas côte à côte. Là, on te parle d'une route de à peu près 5 à 6 heures de conduite. Ah ouais? Ah oui. Okay. Donc, juste pour te dire l'idée. D'accord, ok. Donc, il a fait plus que pas pêcher du sturgeon ce jour-là. Ok. Donc, le chien s'arrête pour renifler quelque chose et là, le couple découvre le corps d'un bébé en décomposition. Oh! Presque au même moment, le détective reçoit un appel comme quoi on aurait retrouvé un tronc de femme adulte en état de décomposition très avancée, sans tête ni main. Où? Je sais pas. On fait une autopsie pour savoir si le fait que ses membres soient détachés était le fait d'une personne extérieure, genre si on a découpé en gros les bras, les mains, la tête, etc. Ou si c'est les éléments qui, à force de décomposition et de séjour dans l'eau, en fait, ils se détachent, quoi. C'est apparemment les éléments et la décomposition qui fait que les membres s'étaient détachés. Ils n'ont pas été coupés. Ils n'ont pas été découpés. Donc, pas de... C'est forcément dans de l'eau pour que ça arrive. Ouais. Donc, pas de blessure particulière non plus avant la mort, donc pas de coup. Et le corps était à peu près gardé en bon état parce que l'eau de la baie de San Francisco est relativement froide. Donc, c'était en à peu près bon état. Okay. Pour les deux corps, on ne trouve pas la cause de la mort exacte. D'accord. Le soir même, un couple mange dans un resto qui surplombe la baie, voit un truc flotter dans l'eau, et en fait, au bout d'un moment, ils réalisent que c'est une tête. Putain, sacrée soirée romantique. Nice. Ils appellent la police et on sait que en fait, du coup, ces deux corps, c'est Lacey et Connor. Okay. Donc la police arrête Scott rapidement, mais quand elle le trouve,
Alors, et là, tu vois des photos, parce qu'il y a une espèce de mugshot. Il s'est teint la barbe, les cheveux et les sourcils en blond. Mais le gars, il est pas bon. Il a pas regardé les vidéos de... Comment il s'appelle, ce coiffeur que j'adore? Oh, on adorait à l'époque. Ouais. Moi, je regarde plus, mais Brad something? Brad Mondo. Yeah. Et il a pas fait le toner, tu sais. Brad Mondo, il est trop drôle. Voilà, trop drôle. Trop drôle. Et du coup, il a pas fait son toner. Quand tu te décolores, il faut que tu tones. Ouais, sinon c'est vert. Sinon, c'est rouquin. Et là, du coup, c'est un peu roux, c'est dégueulasse. Il avait aussi dans sa voiture 14 000 $ en cash. Why not? Why the fuck not? Moi aussi, j'ai toujours 14 000 $ dans ma voiture. Voilà, 3 cartes de crédit. C'est 3 de 2012. 3 cartes de crédit, une pelle, un sac à dos avec un kit de survie. Mais vraiment, enfin, Scott, si t'es pas coupable, tu fais tout pour. Tout pour. C'est pas fini. Des couteaux, un purificateur d'eau, 4 téléphones portables, des pesos mexicains. Énorme, énorme. Et tu devineras jamais le dernier truc. Un pistolet. Non. Something sexual. Yeah. Yeah, un dildo. Un autre truc pour les mecs là. Non. Du Viagra. Voilà, mais le truc hyper utile que tu as toujours besoin sur toi. C'est dans un kit médical. T'as un pansement, t'as du truc pour les plaies, et puis du Viagra. On sait jamais ce qui peut se passer vite. Ça t'a besoin d'une érection. À la rigueur, en 4e, quoi. Keep it going, Scott. Donc, non, mais les addicts sexuels, ils ont un problème. Ah ben, gros problème. Le procès commence le 1er juin 2003. Scott plaide non coupable, donc pour les 2 meurtres. Et ce que remarquent les policiers pendant l'interrogatoire de Scott, c'est qu'il dit que avec... It's so good, this story. You do so good. Oh, you're so excited. I'm so proud of you. Merci. C'est que il dit qu'avec Lacey, donc le matin du 24, ils ont regardé donc Martha Stewart. La fameuse émission de Noël de Martha Stewart. Et le policier demande, OK, bon, bah, elle faisait quoi, Martha, dans l'émission? C'est là où j'adore le travail des policiers. Parce que moi, jamais j'aurais demandé, elle disait quoi? Oui, mais sérieux. Je suis pas policière. Moi, et tu m'excuseras, moi, tu me demandes dans 2 jours de quoi t'as parlé ce soir, j'aurais pas forcément capable de te dire. Mais là, il y arrive, dire. parce qu'il dit, j'ai vu l'interview policière, et il dit, donc elle faisait quoi, Martha? Et Scott dit, je sais pas, je crois qu'elle parlait de meringue, machin. Et donc les policiers sont allés revoir cet épisode, et effectivement, Martha Stewart parle de meringue, mais à 9h48. Quand Scott dit qu'il était sorti à 9h30, et souviens-toi, la chienne a été retrouvée par le voisin à 10h30. Donc en fait, la fenêtre pour le 24 décembre pour tuer Lacey est extrêmement courte, en fait. C'est impossible. Attends. Reviens. Ok, restez à la maison, il regarde le truc de Martha meringue. Stewart. Entre 9h48, il regarde le truc de meringue, ça le fait tellement chier qu'il tue sa femme, et à 10h30, le chien est dehors. Justement, en fait, ils se disent que la fenêtre pour tuer Lacey, là, est trop courte, donc elle l'aurait tué la veille. Oui. Et il dit que le lendemain, il a regardé Martha Stewart, ce qui n'est pas vrai. Lacey était déjà morte. Ah oui, donc il laisse. Alors, donc tout ça, c'est un coup monté de Scott, et donc tous les petits conneries qu'il fait en montrant son étiquette de parking, en disant que c'est une disparition, tout ce qui va trop vite. Le parking pour la marina, c'est déjà un coup monté de départ. En fait, le parking pour la marina, c'est juste qu'il a été obligé d'aller à la marina. Oui, mais le fait qu'il le présente à la police direct comme ça, c'est dès qu'il demande, oui, regarde, j'ai un ticket. Il s'est dit, on m'a vu. En fait, il a mis toutes ses preuves en place, quoi. Ouais, il s'est dit on m'a vu, donc je vais y aller avec la marina, quoi. Je vais plus aller avec le golf. Donc il pense que Scott a tué Lacey la veille au soir et l'a mise dans son coffre en métal vert qui était dans son pick-up. Et le lendemain a conduit à la marina et a fait couler le corps à l'aide des 4 ancres qu'on n'a jamais retrouvées. Et effectivement, s'il a mis de la corde autour de la tête, des bras, etc. de Lacey. Et oui, ça se détache. Ok, je comprends. Donc après 19 semaines de procès quand même, le jury déclare Scott Peterson coupable du meurtre au 1er degré car prémédité de Lacey, 2 ans après la disparition de cette dernière, et meurtre au 2nd degré pour son fils Connor. Il y a tout un truc d'ailleurs de scientifique qui veut vérifier si Connor a respiré, mais on pense pas. Il a été condamné à la peine de mort et en août 2020, sa condamnation a été modifiée en emprisonnement à vie car il a été découvert que certains jurés avaient un avis biaisé sur la peine de mort, en fait. Et voilà. Et du coup, ils ont été obligés, on va dire de manière juridique et légale, de modifier sa condamnation de peine de mort à condamnation à perpétuité. Qu'en est-il aujourd'hui? Le Los Angeles Innocence Project soutient Scott Peterson. Et pour ceux qui aiment le true crime comme moi et qui connaissent un peu le Innocence Project, j'étais choquée quand j'ai su qu'ils soutenaient Scott Peterson parce que pour moi, je me trompe peut-être,
Non, mais en fait, moi, si tu veux, j'ai une bonne image de l'Innocence Project. Moi aussi. Et du coup, je t'en avais parlé de cette affaire, je t'ai envoyé le truc, je dis, alors, moi, je connais forcément pas comme Charles, je connaissais pas vraiment l'affaire, enfin, je l'ai connue parce qu'elle était médiatisée, je connais pas du tout dans les détails, et j'avais justement très envie de savoir. Mais pour moi, en Californie, cette affaire, bon, que j'ai pas beaucoup écoutée parce que je suis pas fan de true crime, sorry, mais j'ai quand même su et il avait l'air coupable de coupable mais de coupable. Mais bien sûr. Donc là, quand on entend qu'ils le soutiennent, j'étais choquée. Mais ils ont aussi soutenu Making a Murderer, qui a été recondamné, hein, le gars là. Oui, mais Making a Murderer, quand tu regardes, alors pareil, est-ce que ceux qui ont fait le documentaire étaient biaisés? Je sais pas. C'est ça. Donc, il y a des mais questions pour moi, se posent. les preuves pour Making a Murderer sont pas là. Je ne sais pas, mais en tout cas, suite à Making a Murderer, il a recondamné pour autre chose. Donc, bon. Alors, il doit avoir quelque chose, donc j'attends. Voilà, donc le Los Angeles Innocence Project affirme que dans les documents juridiques, que de nouvelles preuves montreront qu'il n'a pas tué sa femme enceinte il y a plus de 2 décennies. Peterson a retrouvé l'espoir. Alors, je mets jeudi, mais ça ne veut rien dire là, parce que c'était jeudi quand j'ai fait cet article. Cet article, genre, je suis une journaliste. N'importe quoi. Yes, you are. Yeah. Lorsque l'organisation juridique a confirmé aux médias qu'elle avait repris son cas, ce qui est quand même, enfin, Innocence Project, c'est quand même un gros... Un énorme truc. Ils prennent pas un cas Non, ils ne prennent pas à la légère. Possible. Les avocats d'Innocence Project ont fait valoir dans un récent dossier judiciaire que de nouvelles preuves soutiennent désormais la revendication d'innocence de longue date de Scott Peterson et soulèvent de nombreuses questions sur qui a enlevé et tué Laci et Connor Peterson. Et les avocats recherchent désormais de nombreux éléments qu'ils n'ont pas pu trouver après avoir passé au peigne fin les dossiers de procès, en fait, notamment des preuves issues d'enquêtes sur un cambriolage survenu en décembre 2002, donc l'année de la disparition, en face de Scott et Laci Peterson de leur maison. Une montre disparue que portait Laci Peterson, j'en sais pas plus, et un incendie de camionnette dans la zone à peu près au moment où la future maman aurait disparu. Donc pour l'instant, j'en sais pas plus, on n'en sait pas plus, on sait juste que le Los Angeles Innocence Project a pris cette affaire qui pour moi, Scott est coupable à 3 millions de %. Alors, si je fais juste l'avocat du diable, Scott Peterson, c'est un con, avec son GPS dans la direction droite de con. Ouais. Il trompe sa femme, etc. Donc, c'est le tueur absolument parfait. De base. Après, un connard qui trompe sa femme, c'est pas forcément un meurtrier. Tueur, bien sûr. Mais le fait est-il qu'il trouve que 2 gouttes de sang dans le bateau, pas son corps, alors que soi-disant, elle était mise là, ni dans son camion, ni dans le bateau. C'est un peu absurde. C'est vrai qu'il trouve pas de sang. Et puis, il y a d'autres éléments. Parce qu'on sait pas comment il a été tué. Encore une fois, là, il y a beaucoup de tangentiel dans cette histoire. Oui. C'est pas des preuves concrètes. Mais parce qu'on sait pas comment il a été tué, parce que s'il a été étranglé, tu saignes pas en soi. Peut-être tu vas saigner du nez un petit peu, mais tu auras genre quelques gouttes. Non, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des preuves. En fait, on regarde juste l'antécédent et l'histoire et ça l'a rendu coupable. Et si un mec qui est pas un mec vraiment droit dans ses bottes, qui se prend comme un bon gars, mais qui c'est pas un bon gars. Lui, dès que sa femme disparaît, qu'il y a un truc, tout de suite, là, il chauffe. Il dit, oh putain, elle est pas là, on va commencer à me regarder, on va voir que je couche avec d'autres filles, on va tout voir les conneries que je fais. Et que de suite, il commence à montrer les preuves à la police, parce que de suite, il se dit que je suis dans la merde. Enfin, tu vois, il y a quand même des trucs. Oui, c'est sûr, mais enfin. Après, Scott, c'est un connard, hein, mais c'est peut-être pas un meurtrier. Attendons de voir. Voilà, pour l'instant, toutes les, on va dire, comme tu dis, les preuves circonstancielles. Circonstancielles, c'est le mot que je cherchais en disant fluff, pointe vers lui, mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc, la suite au prochain épisode. Sur ce. T'as kiffé? Yeah, I loved it. It was my favorite. Ah, cool. Donc, du coup, le prochain, je peux faire un truc super gore? Non, non, toujours pas. On va faire des trucs populaires, là. C'est bien. John Benet Ramsey, j'ai aimé. Celle-là, j'ai aimé. Okay. C'est bien. Stop. Ok. Charlotte n'est pas contente parce qu'il y a d'autres podcasts, il y a plus de personnes qui donnent des petits avis avec 5 étoiles et dit comment ils font? Et moi, je lui réponds, je ne sais pas. Mais si vous pouvez, s'il vous plaît, si vous écoutez, partagez, allez nous mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire sur le site où vous écoutez votre podcast. Et on vous aime. Et on vous aime très, très fort. Et merci le domaine des Rangers. Ouais, c'était trop bon, c'est trop bon. Et c'est encore vide. Et sinon, on vous aime fort et à la prochaine. Ciao, ciao. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.